Ça, c'est les 10 meilleurs livres que j'ai lus cette année. En vérité, on a 11, mais vous allez vite comprendre pourquoi. En numéro 10, j'ai choisi de mettre Le Journal du séducteur de Søren Kierkegaard. La forme de ce livre, elle est hyper intéressante parce que c'est un faux journal d'un homme qui s'appelle Johannes, qui est extrêmement séducteur et qui décrit sa stratégie pour séduire une femme assez innocente qui s'appelle Cordelia. Sauf que derrière cet aspect que je qualifierais un peu de romanesque, Kierkegaard, il fait une sorte de petit traité philosophique de la séduction, de la liberté, et même plus largement de la nature humaine. Et attention, je dis traité philosophique, mais la forme du roman permet d'en faire quelque chose de très accessible justement. En numéro 9, j'ai mis Panorama de Lia Hassen que j'ai lu ce mois-ci. Dans Panorama, on est plongé dans une société dystopique en 2049 où la norme est devenue la transparence, c'est-à-dire que les murs ont été remplacés par des parois de verre et que tout le monde sait tout sur tout le monde. Et dans ce monde-là, on va donc suivre une gardienne de protection, c'est-à-dire une policière, enquêter sur la disparition d'une famille. Donc c'est à la fois un roman qui va vous divertir et un roman qui va vous faire réfléchir. En numéro 8, j'ai mis Petite fille de Valentine Thédot. Ce roman, en fait, c'est deux récits qui s'entremêlent en un même livre. C'est à la fois la perte de l'homme que la narratrice aime, qui la quitte au moment où elle commence à perdre une autre personne très importante dans sa vie, c'est-à-dire sa grand-mère qui sombre progressivement dans la démence. Et ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est justement la manière dont ces deux douleurs, ces deux chagrins pouvaient se mêler et se ressentir de façon extrêmement différente et en même temps de manière commune. En numéro 7 maintenant, j'ai mis Le Garde du cœur de Françoise Sagan, que j'ai lu en édition originale de chez Julliard, que j'aime beaucoup. Dans ce roman, on suit une femme qui a la quarantaine, qui vit sur la côte ouest des États-Unis. Elle mène une très belle vie, et le problème c'est que, comme dans beaucoup de romans de Françoise Sagan, elle ressent et elle subit un véritable ennui, jusqu'au jour où elle va renverser un homme qui s'appelle Lewis et qui va un petit peu chambouler son quotidien, puisque elle va décider de l'accueillir chez elle. En numéro 6, j'ai choisi de mettre L'établi de Robert Linhart. Robert Linhart, c'est un intellectuel qui, dans les années 70, a décidé d'aller travailler dans une usine avec des ouvriers pendant un an pour savoir vraiment ce que ça faisait que d'être un ouvrier. Donc il est allé travailler dans une usine Citroën et au-delà de dépeindre uniquement d'un point de vue sociologique l'épuisement du travail, les éventuelles manifestations ou mouvements de protestation des ouvriers, leur union entre eux ou leur désunion, il réussit à faire justement un roman qui met en avant certaines de ces figures tout en les anonymisant et qui montre ce que c'est que d'être un ouvrier dans les années 70 dans une usine Citroën en France. Et ce qui est hyper intéressant dans ce livre, c'est justement d'étudier un petit peu, de comprendre le rapport qui lie certains hommes par l'intermédiaire de certains objets, ce que Marx en fait appelait les rapports de production. En numéro 5, j'ai choisi de mettre un roman qui m'a beaucoup surpris, qui s'appelle Lambeau et qui a été écrit par Charles Julier. Le roman, il est là encore très autobiographique puisque Charles Julier nous raconte le destin de ses deux mères. D'abord, sa mère biologique qui lui a donné naissance, mais qui a vécu beaucoup de blessures, beaucoup de traumatismes et qui n'a pas pu élever son fils comme elle aurait voulu le faire. Et il raconte aussi le destin de sa mère adoptive qui l'a élevé dans toute sa bonté, dans toute sa douceur et sa résilience. Et ce qui est intéressant, c'est que à travers le récit de ces deux femmes, il réussit lui-même à aborder en quelque sorte sa quête identitaire. En numéro 4, pas un, mais deux livres, parce qu'en fait c'est un roman assez long, Les Mandarins de Simone de Beauvoir. Là encore, c'est un roman qui m'a diverti en même temps qu'il m'a beaucoup fait réfléchir, notamment sur le rôle des intellectuels aujourd'hui, ou du moins à l'époque où ce roman a été écrit, c'est-à-dire il me semble au début des années 50. On y suit tout un groupe d'intellectuels et notamment deux couples d'intellectuels parisiens qui se questionnent sur l'intérêt de leurs travaux, sur la manière de faire passer des idées, que ce soit à travers les revues, à travers les journaux, à travers les pièces de théâtre, ou bien directement à travers les romans ou les essais philosophiques. Et moi qui m'intéresse beaucoup au travail de Sartre, Beauvoir, Camus, etc., c'était assez génial à lire parce qu'en fait on les reconnaît clairement derrière les personnages du roman. Il y a à la fois les petits scandales qu'ils animaient ou dont ils ont été victimes, et en même temps leur véritable travail et leur quête intellectuelle de savoir comment faire passer des idées. En numéro 3, et alors là personne m'avait prévenu et j'en veux à absolument tout le monde, Cyrano de Bergerac, par Edmond Rostand. J'avais jamais eu l'occasion de lire cette pièce qui nous fait donc suivre l'histoire de Cyrano, qui est un héros assez ambitieux mais en même temps complexé. Il est amoureux d'une femme qui s'appelle Roxane, sauf qu'il a tellement peur de se faire rejeter qu'il va aider son ami Christian, qui est assez séduisant mais en même temps assez maladroit, à la séduire, parce que Tristan aime aussi Roxane. Là tout de suite, l'histoire elle peut paraître assez banale, mais en fait quand on la lit, et encore moi je n'ai pas eu l'occasion de la voir au théâtre, mais ce serait absolument génial, mais ouais vraiment quand on la lit, moi j'ai été sidéré par certains passages que j'ai lus à voix haute, et qui étaient littéralement de la poésie en fait. D'autant plus que dans le théâtre plus classique, on va souvent suivre des figures comme des rois, des reines, des empereurs, ou du moins des nobles, et là en fait, Cyrano de Bergerac c'est quand même un homme un peu plus simple. Je trouve que c'est ça qui lui donne une dimension assez intemporelle, et qui fait que encore aujourd'hui, on peut lire Cyrano de Bergerac et se retrouver en Cyrano. Bref, si vous l'avez pas lu, oubliez vos préjugés,
achetez le bouquin et lisez-le. En numéro 2, c'est la grosse claque du consumérisme, j'ai nommé Les choses de Georges Perec qui nous fait suivre la vie d'un couple parisien qui s'appelle Jérôme et Sylvie. Jérôme et Sylvie, ils rêvent de beaucoup de choses, ils rêvent de confort, ils rêvent d'avoir plein de biens matériels. Le problème c'est que ils travaillent juste dans une agence de pub et ils peuvent pas se payer tout ce luxe-là. À cause de ça, leur obsession d'acquisition constante de biens matériels, elle finit par les opprimer de manière perpétuelle. J'ai trouvé ça génial parce que c'est hyper bien traité, ça fait que 150 pages et je trouve que ce roman il matérialise hyper bien le fait que le désir d'avoir, il peut un petit peu étouffer le besoin d'être parce que tout n'est qu'une question d'apparence dans ce roman. Et en numéro 1, j'ai choisi une pièce de théâtre dont l'édition même a une certaine histoire parce que c'est une pièce qui a été écrite en 1942, qui a été perdue, qui a été retrouvée ensuite dans les années 80 et publiée seulement cette année, en avril 2024. Cette pièce, c'est Héliogabale de Jean Genet. Et alors même si Jean Genet fait quand même partie des grands auteurs du XXe siècle, j'avais jamais pu le lire avant. Et donc c'est cette pièce qui m'a plongé dans son œuvre et après cet été j'ai lu pas mal d'autres de ses livres et pièces de théâtre. Pour vraiment parler d'Héliogabale, Héliogabale c'est un empereur romain qui est connu justement pour son excentricité et sa transgression des normes et je trouve que Genet a hyper bien réussi son travail de retranscription de qui était Héliogabale puisqu'il en a fait un véritable symbole de la marginalité. Dans la pièce, on suit pas toute la vie de l'empereur, on en suit juste les dernières heures puisque Héliogabale a été assassiné par ses propres gardes dans ses propres toilettes, ce qui n'est pas hyper glorieux mais ce qui en même temps est assez à l'image du personnage. Je crois que roman et théâtre confondus, j'avais jamais lu quelque chose qui ressemblait à ça, c'est-à-dire que cette pièce de théâtre, je l'ai vraiment vécue comme une explosion, parce que c'est une ode à la transgression, c'est une ode à la marginalité, c'est une ode à la liberté constante, sans aucune culpabilisation d'Héliogabale, même si ses actes en tant qu'empereur étaient très questionnables pour la stabilité du peuple qu'il devait gouverner. Pour la petite anecdote, il a quand même nommé des danseurs à la tête des armées, et je trouve ça quand même très cool. Voilà, c'était mon top 10 de cette année 2024. C'était une très belle année, pas aussi exceptionnelle que 2023, mais j'ai quand même fait pas mal de belles découvertes. Et de votre côté, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos meilleures lectures de l'année, peut-être que ça me donnera des idées pour l'année prochaine.